Boker Tov, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on continue notre travail de développement personnel par rapport donc à l'univers de la Hakarat Tov, à l'univers de la reconnaissance. Donc, on se rappelle que la fois dernière, eh bien, nous avions vu jusqu'à où va ce concept de reconnaissance au regard de l'histoire de Moshe, de Moïse et de Yitro, son beau-père. On avait vu que, en effet, lorsque il va y avoir une guerre, eh bien, on va épargner les descendants de Yitro bien plus tard, alors qu'en vérité, les descendants sont des arrière petits-enfants. Pourquoi? En souvenir du fait que Yitro avait en effet accueilli Moshe Rabbeinu lorsque celui-ci était en fuite. Et on se rappelle aussi que Moshe Rabbeinu ne veut pas donc partir remplir sa mission chez le pharaon tant qu'il n'a pas demandé l'autorisation à son beau-père Yitro. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, eh bien, celui qui se retrouve avec quelqu'un qui lui donne, qui l'accueille, eh bien, Nafsho Chayavlo, il a une véritable obligation par rapport à lui. Il ne peut se permettre d'aucune manière de quitter le lieu dans lequel Yitro l'a accueilli sans lui demander l'autorisation. Alors qu'on se rappelle que Moshe est celui qui a sauvé les filles de Yitro, c'est celui qui a créé la paix avec les bergers, c'est celui qui par la suite va épouser une des filles de Yitro, et Yitro en est extrêmement content. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle il accueille au début, pardonnez-moi, et néanmoins, eh bien, Moshe dit, je ne peux pas partir si je n'ai pas en effet cette réponse positive de la part de mon beau-père. Donc, on avait vu déjà cette première dimension dans la notion de Hakarat Hatov. Alors, on va voir encore autre chose, c'est que la notion de Hakarat Hatov, de reconnaissance, on la voit de manière encore plus puissante à propos de la fameuse histoire de Eliaou Hanavi. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va voir que lorsque Moshe va, pardonnez-moi, lorsque le prophète Élie va un jour être accueilli par une veuve qui s'appelle Sarfit, et que malheureusement son fils va disparaître, eh bien, le prophète Eliaou va dire, mais de quel droit, Dieu, tu te permets de faire une chose pareille à cette femme qui m'a accueilli? Et en effet, eh bien, cet enfant va ressusciter, donc c'est quelque chose quand même d'ici d'assez extraordinaire. Donc, ce qu'on fait au fond pour l'instant encore, on essaye de voir en quoi on retrouve dans la Torah cette notion de Hakarat Hatov et combien elle est importante. Et évidemment, on va aller un tout petit peu plus loin à travers un événement qui est au fond fondateur de l'identité juive et qui tourne, lui, complètement autour de cette notion de Hakarat Hatov. De quoi s'agit-il? אחד היסודות של יציאת מצרים, שהיא יסוד של כל התורה, היא הכרה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. Nous l'avions vu la semaine dernière aussi, que la base de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est d'amener le peuple d'Israël à être dans l'expression de la gratitude vis-à-vis du Créateur de l'univers qui les a sortis d'Égypte. Et au fond, ça renvoie ici, j'ai presque envie de dire, à tout ce qui est la finalité de la création, puisque nous savons que la finalité de la création, c'est que l'être créé retrouve et reconnaît son créateur. Et donc, le peuple d'Israël, au moment où il sort d'Égypte, Hachem leur dit, mais au fond, en vous sortant d'Égypte, eh bien, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de reconnaître que je suis celui qui vous a sorti d'Égypte, et c'est la raison pour laquelle on va se retrouver de manière récurrente à toutes les fêtes, même toutes les semaines, à être dans ce souvenir de la sortie d'Égypte. Vous savez, cette notion de Zecher Li'itziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que toujours se rappeler, nous avons été sortis d'Égypte. Vous allez dire, mais moi, je n'ai pas été sorti d'Égypte. Moi, je n'ai pas été sorti d'Égypte. C'est mon arrière-grand-père qui est sorti d'Égypte. Eh bien, c'est inexact. La Torah dit, nous sommes nous aussi sortis d'Égypte, parce que si nos ancêtres n'étaient pas sortis, on ne serait pas nous là où on en sommes. Et donc, il faut être capable de connecter l'histoire qui est la nôtre à une histoire qui remonte à beaucoup plus de temps, et à partir de cela, ressentir cette notion de Hakarat Hatov. Alors,
À partir de là, on va essayer de comprendre pourquoi pour Moshe Rabbeinu, pourquoi pour Moïse, il était tellement important d'exprimer de la karatatov, de la reconnaissance vis-à-vis de Yitro. Kevan sheyeda shekol tachlit inyan yotziat mitzrim elashrish et inyan karatatov. Ou evin shereshi davar watzmo tzarich liot mushlam b'midazu. Moshe Rabbeinu, au fond, avait parfaitement compris que la finalité de la sortie d'Égypte, c'était d'installer dans le peuple d'Israël cette notion de reconnaissance. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est profondément, enfin c'est fondamental au niveau de l'identité juive. Et donc, il sait très bien que lui-même ne pourra pas remplir la fonction qui doit être la sienne s'il n'est pas lui aussi dans la dimension la plus aboutie de cette reconnaissance. Et au fond, on va s'arrêter un instant ici. Alors, on va se poser. On a donc ici Moshe qui est à Midian. Il est chez son beau-père. Son beau-père l'a accueilli. Moshe, comme on l'a vu, a fait des choses extraordinaires pour son beau-père. Moshe travaille pour son beau-père. Il est berger, il s'occupe, il fait plein de choses. On va essayer d'imaginer la situation. Au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, Moshe est là. Et puis, Dieu lui dit, à travers cette fameuse histoire de la révélation dans le désert, Dieu lui dit, Moshe, eh bien, ça y est, tu dois partir en Égypte pour sauver le peuple d'Israël. Alors, moi, je suis Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 60 ans. Moshe, il est dans la zone des 80. Ça fait des années qu'il est chez Yitro. Donc, il y a une relation, il y a plein de choses qui se sont passées. Et là, il va chez son beau-père et lui dit, mon cher beau-père, voilà, je voulais t'annoncer une chose. Dieu m'a parlé dans le désert et il m'a dit que j'avais une mission maintenant. Et ma mission, c'est de partir en terre d'Égypte pour sauver les enfants d'Israël. Au fond, imaginez une situation pareille, d'accord? Vous êtes là, vous avez travaillé pour votre beau-père, vous avez des enfants, vous avez plein de choses, voilà. Et puis un beau jour, vous dites, voilà, écoute, je t'informe que maintenant, il faut que je parte en Égypte parce que j'ai une mission incroyable à remplir là-bas. En quoi le fait de l'informer en toute politesse serait l'expression d'un manque de reconnaissance, si on réfléchit. Mon cher Abbé nous dit non, il faut qu'il me donne l'autorisation. Et en quoi, si tu lui demandes de l'autorisation, une autorisation, il va percevoir que tu as de la reconnaissance vis-à-vis de lui. D'accord? Alors, on va imaginer un autre scénario. Moshe va chez son beau-père, il dit voilà, mon cher beau-père, Dieu m'a parlé, m'a dit que je devais partir en Égypte à sauver le peuple d'Israël. Mon cher beau-père, pourrais-tu me donner l'autorisation d'y aller? Et le beau-père va donner l'autorisation. Et à ce moment-là, on dit qu'il n'y a plus de problème au niveau de la reconnaissance. S'il n'a pas demandé l'autorisation, il y a un problème au niveau de la reconnaissance. S'il ne demande pas l'autorisation, il y a un problème au niveau de la reconnaissance. Quel est le rapport? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la tête de Yitro. Et on va essayer de s'imaginer. Yitro lui a accueilli Moshe. Il l'a accueilli il y a en effet des années et des années. Moshe lui a rendu un immense service. Il a sauvé ses filles, il a rétabli la paix, il s'est marié même avec une de ses filles. Maintenant, il est là, il travaille avec lui, il l'aide, etc., etc. D'accord? Donc, c'est génial. D'accord? Tout va bien. Maintenant, moi, je le vois, il vient chez moi, il me dit, bon, tu sais, je m'en vais. Je pourrais peut-être éventuellement avoir dans la tête une idée qui me traverse et qui serait la suivante. Dis-moi, ça se fait pas quand même. Il croit que c'est l'hôtel ici, qu'on vient et qu'on repart quand on veut. Le fait de sentir que peut-être Moshe a oublié qu'il l'a accueilli et que c'est cet oubli-là qui l'amène à dire je pars et l'élément qui pousse Moshe à lui demander l'autorisation. Vous imaginez la finesse? C'est-à-dire que Moshe s'est dit, peut-être que si je lui dis je pars, il risque de se dire, moi je l'ai accueilli et maintenant il part. C'est un hôtel, on rentre quand on veut et on part comme on veut. Non mais attends, mais ça fait des années qu'il est là. Oui, non mais il risque peut-être éventuellement de le penser. Et dans la mesure où il risque peut-être éventuellement de le penser, il pourrait se dire, écoute, vraiment, c'est honteux comment il se comporte alors que moi je l'ai accueilli. Et maintenant il part comme il veut. Le fait que Yitro puisse peut-être penser cela amène à Moshe à dire, je ne veux pas que Yitro ait l'impression que j'ai oublié qu'il m'a accueilli. Donc, je fais en telle sorte
d'avoir une posture et une attitude qui lui révèlent bien que je n'ai pas oublié. Vous imaginez jusqu'où les choses vont. Et donc, à partir de là, Moshe Rabbeinu dit, je peux partir. Maintenant, comme on l'a vu, la notion de Hakarat de reconnaissance, elle va être au cœur même de l'identité juive. Mais pourquoi au fond elle est au cœur de l'identité juive? En quoi la reconnaissance est quelque chose de tellement fondamental? On va y revenir plus longuement par la suite, évidemment, mais là, je veux juste ouvrir une porte. La reconnaissance, c'est l'élément qui permet d'inscrire à l'intérieur de nous les éléments positifs que l'autre nous a apportés pour nous permettre, quelles que soient les situations de vie, de ne pas voir dans les éventuels dysfonctionnements de l'autre un prétexte à prendre de la distance. La raison pour laquelle nous prenons de la distance dans notre tête vis-à-vis du tiers, c'est parce que nous ne voulons pas enregistrer à l'intérieur de nous les éléments positifs qu'il a pu nous apporter. Plus que cela, lorsque ce tiers nous pose problème et que nous avons envie de l'évacuer de notre vie, il est tellement plus agréable de ne pas être dans le souvenir de ce qu'il nous a apporté pour se sentir moins coupable de l'exclure de notre existence. Ce n'est pas simple, mais ce sont des réalités que l'on retrouve extrêmement souvent. Je vous prie de m'excuser, j'ai besoin de boire, mais j'ai déjà fait la bracha. À partir de là, eh bien, on va réaliser qu'il y a un midrash qui va extrêmement loin. Le midrash nous dit Velo od. Et là, chez Kolapoter, Pitro la Chavero, Chayab Birvodo, Yoter Miaviv Veimo. Tout celui qui ouvre sa porte à son ami a une obligation de l'honorer encore plus que si c'était son père ou sa mère. Pourquoi? Eh bien, que c'est très curieux. Normalement, on devrait se dire, mais nos parents se sont battus pour nous depuis que nous sommes nés. Ils ont tout fait pour nous apporter ce dont on a besoin. Évidemment qu'on a une obligation de reconnaissance vis-à-vis d'eux. Il dit, mais néanmoins, c'est normal. C'est normal. Parce que les parents, quand ils ont des enfants, eh bien, évidemment qu'ils vont tout faire pour leurs enfants. On l'espère. Alors, évidemment, l'enfant pourrait se dire, ah, mes parents m'ont donné la vie, c'est normal qu'ils s'occupent de moi. La Torah te dit, à toi, enfant, tu as une obligation de hakarat de reconnaissance, même si ce que tes parents font, c'est normal. Ce n'est pas parce que c'est normal, voire même que ça les intéresse, parce qu'ils ont envie que leur enfant grandisse, ils ont envie que leurs enfants se construisent, ils ont envie que leurs enfants se réussissent. Ça ne veut pas dire pour autant que toi, tu n'as pas tiré un bénéfice de tout ce qu'ils t'ont apporté. Qu'on le veuille ou pas, tu es content d'avoir reçu tout ça. Ah, de toute façon, ils l'auraient donné, de toute façon, ils avaient envie de le donner, de toute façon, pour eux, c'était important de me donner, c'est vrai. Par contre, l'autre n'a pas d'obligation de t'ouvrir sa porte. C'est-à-dire que l'autre a décidé de t'ouvrir la porte. Et dans le choix qu'il fait de t'ouvrir sa porte, il y a quelque chose de supplémentaire. Et Moshe a compris qu'en effet, au moment où Yitro lui ouvre sa porte, Yitro fait un acte supplémentaire parce que rien ne l'oblige. Yitro aurait très bien pu dire à ses filles, très bien, cet étranger vous a sauvé, c'est parfait, amenez-lui cette boîte de chocolat, amenez-lui cette bouteille de vin, amenez-lui ce bouquet de fleurs, amenez-lui que sais-je, voilà. Exprimez-lui toute votre reconnaissance. Moi aussi, je vais aller chez lui. Je vais dire vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes intervenu pour mes filles. C'est génial, c'est extraordinaire. Et puis, on passe à autre chose. Je n'ai pas d'obligation de l'accueillir chez moi. Je n'ai pas d'obligation de le faire entrer à la maison. Je peux déjà juste exprimer, c'est suffisant. Le fait d'avoir ouvert sa porte, le fait d'avoir accueilli, est un élément supplémentaire. Et cet élément supplémentaire sur lequel l'autre n'avait pas d'obligation exige une reconnaissance
supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah est en train de me dire que la notion de reconnaissance est liée évidemment à ce que je reçois, mais je vais devoir aussi prendre en compte le fait que l'autre n'avait aucune forme d'obligation vis-à-vis de moi. Et donc, à partir de cela, je dois ressentir ma reconnaissance, je dois lui exprimer, pardonnez-moi, ma reconnaissance dans une dimension bien, bien plus grande. Ça ne veut pas dire que celui qui a une obligation, je ne dois pas lui dire merci. Bien au contraire, c'est ce qu'on va voir. Mais la Torah nous apprend à apprécier ce que l'autre fait si l'autre n'en avait pas l'obligation. Et la Torah nous oblige à ressentir de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui agit pour nous, même s'il en a l'obligation. טבע אדם לפתור את עצמו מחיוב הכרת הטוב, לכן גם אם קיבל שאותו מזלתו הוא בוחן את הנותן וקטנות חבה. האם המעשה נובע מתוך רצון אמיתי להיטיב עמו או שבמעשה זה גם שיקולים חשבונות צדדים? Eh bien, on a tendance, de manière générale, à mettre de côté un petit peu cette notion de karatatov, de reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, lorsque on nous apporte quelque chose, lorsque l'on nous donne quelque chose, on a tendance à analyser si véritablement l'autre a fait les choses pour nous ou pour lui. C'est-à-dire, est-ce que véritablement il avait envie de me faire plaisir? Ou alors est-ce qu'il s'est senti obligé? Pourquoi? Pour pouvoir relativiser chez nous l'importance de ce que l'autre a fait vis-à-vis de nous. Et évidemment, il y a ici quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est que l'on peut par la suite être systématiquement dans l'idée de l'interprétation qui nous permettra de ne pas ressentir de la reconnaissance vis-à-vis de l'autre. Ça va être aussi bien dans la série, mais c'est normal, il faut le faire, il n'a pas le choix. Ou alors, je sais très bien que quand il fait ça, c'est pour cela. Ou alors, s'il avait vraiment voulu nous faire plaisir, il aurait fait plus ceci que cela. C'est-à-dire, on va être, au fond, capable d'inventer toutes sortes de théories pour pouvoir, à un moment, relativiser l'importance de ce que quelqu'un nous a donné, pour pouvoir, sur la base de cela, nous sentir moins reconnaissants vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Parce que l'être humain n'aime pas se sentir dans cette reconnaissance. Il n'aime pas que la reconnaissance fasse partie de sa vie, parce que, comme on l'a vu, être reconnaissant, c'est révéler à l'autre la part et l'importance qu'il occupe à l'intérieur de mon équilibre, à l'intérieur de mon existence. C'est au fond lui donner une place à l'intérieur de ma vie. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on va voir qu'il y a un texte du Talmud qui va très très loin par rapport à cela. C'est un texte dans le traité de Yevamot qui nous dit la chose suivante. Rabbi Chia avait une femme qui était un peu compliquée, on va dire. Et lorsqu'il trouvait au marché quelque chose qui aurait pu lui plaire à elle, et il le lui achetait, mais non seulement il lui achetait cette chose, mais il lui achetait un joli foulard pour envelopper ce qu'il allait lui apporter pour que ça lui plaise. Alors, Rav, qui est un de ses amis d'études, lui dit, mais dis-moi, tu m'as dit que c'était compliqué avec ta femme, qu'elle te menait une vie un peu dure. Alors il a dit, Amarlé, il lui a dit, il dit, c'est vrai, mais que tu le veuilles ou pas, elle s'occupe des enfants, elle les fait grandir. Et en même temps, le fait que je sois marié me permet d'avoir une vie de couple et donc de ne pas me retrouver dans des univers un petit peu glauques, même si ce n'est pas tous les jours si rose que cela. Alors, si on réfléchit un instant, cette femme, les enfants, quand elle les éduque pour son mari, c'est aussi ses enfants. Elle va se préoccuper de leur éducation en tant que mère. Elle fait quelque chose de particulier pour son mari. Eh bien,
pourquoi est-ce qu'il devrait ressentir de la reconnaissance? De là, nous voyons que Rabbi Chia, au fond, nous dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce qu'elle a en tête, et pas de savoir si elle fait ça pour moi ou pour elle. Si c'est sa nature qui la pousse à vouloir s'investir vis-à-vis des enfants, si au contraire elle en retire un bénéfice de par le fait que ses enfants sont bien éduqués, ça donne à cette femme une belle image d'elle-même, concrètement, moi, son mari, je suis extrêmement content de voir que mon épouse s'investit comme il se doit par rapport aux enfants. Je suis très content de voir que ses enfants sont bien éduqués. Donc, que vous le vouliez ou pas, j'en retire un plaisir et un bénéfice. L'intention première qui est la sienne n'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est de se dire concrètement, cet autre est le vecteur d'un bien-être à travers ce qu'il fait. L'intention qui est la sienne ne m'intéresse pas. Quand je dis elle ne m'intéresse pas, ne changera rien au sentiment de gratitude que j'aurai vis-à-vis de cette personne. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Attendez-moi si je vois un peu. On va imaginer un couple. Alors, désolé mesdames, hein, là c'est vous que je vais prendre dans le mauvais rôle. Je vous prie de m'excuser, mais bon, on se comprendra. Alors, imaginez un couple avec une épouse qui est là et puis bon, qui généralement fait le repas, voilà, comme ça, quoi. Par contre, un soir, il y a des invités et là, elle va faire un super repas. Concrètement, elle a fait ce repas pour qui? Pour les invités. Mais concrètement, le mari, il en tire plaisir. C'est d'accord. Alors, évidemment, la première pensée qu'on aurait envie d'avoir, de se dire ouais, c'est pas pour moi, c'est pour les invités. Je sais très bien que quand moi je suis là, elle ne fait pas aussi attention que ça. Par contre, quand il y a des invités, aïe, aïe, aïe. D'accord? On s'en fiche. Concrètement, c'était bon. Concrètement, tu as profité. Exprime ta reconnaissance. Dis-lui pourquoi. Parce que l'intention qu'elle a n'est pas l'élément qui doit être déterminant. De la même manière, ton mari a un comportement plus sympathique de manière générale quand il y a des invités, eh bien, apprécie les choses, exprime-lui ta reconnaissance. Après, il y a une deuxième problématique à discuter. Mais ça, c'est la problématique du couple. Mais sur la reconnaissance, eh bien, il faut être capable de l'exprimer. Et je voudrais reprendre ici un texte, et je me lève, un texte du Haléchour de Rav Wolbe, et qui est très intéressant et qui va nous montrer jusqu'à où les choses vont dans cet univers de la reconnaissance. Rav Wolbe dit la chose. Rav Wolbe nous dit que Hamakir tova shechavero et tivimo yodea shechavero avo, ou que maim panim lefanim kanev adam el adam. Celui qui a de la reconnaissance par rapport à ce que son ami lui a donné, c'est que son ami l'aime, et évidemment, c'est quelque chose qui va renforcer le lien. Et sur cela, il y a aussi bien chez Rav Wolbe que chez Rav Friedlander, dont on lit le temps, sur lequel on étudie, un point commun, c'est l'importance fondamentale d'exprimer de la reconnaissance à l'intérieur du couple. Et en effet, pourquoi c'est si important? Dans tout couple, il y aura un moment de dysfonctionnement. Évidemment, pas nécessairement grave, mais il y aura toujours un petit quelque chose qui va nous déranger chez notre conjoint, qui va faire, qui ne va pas faire, etc., etc. C'est, entre guillemets, normal, c'est des choses qu'on voit, d'accord? La problématique, elle est la suivante. Si on n'a pas pris l'habitude d'exprimer de la reconnaissance par rapport à tout ce que l'autre fait pour nous, eh bien, ce qui était de l'amour risque de disparaître pour nous amener vers une forme d'indifférence, voire même vers de la haine. Pourquoi? C'est très simple. On doit, au quotidien, inscrire à l'intérieur de nous tous les éléments positifs que l'autre nous apporte. On doit tous les jours faire ce travail de les inscrire, et pour les inscrire,
on va les verbaliser. C'est-à-dire, on va faire en telle sorte que l'autre entende les mots que l'on prononce pour renforcer encore plus cette conscience de tout ce que l'autre m'apporte. Et évidemment, il est fortement recommandé que l'autre fasse la même chose. Les couples qui fonctionnent sans problème sont les couples dans lesquels on a pris l'habitude très très tôt de reconnaître tout ce que l'autre nous apporte, et non seulement de le reconnaître, mais de le lui exprimer. Pas juste pour qu'il l'entende, mais pour nous-mêmes installer de la manière la plus forte qui soit cette dimension positive que l'autre nous apporte, afin de faire en telle sorte que lorsqu'il y aura des éléments de dysfonctionnement, ceux-ci se dilueront à l'intérieur de tout ce qui va, que l'on a mis en exergue au quotidien. Merci beaucoup pour ce très bon repas. Merci beaucoup d'avoir repassé mes chevilles. Merci beaucoup, dit madame, que tu as de ne pas avoir oublié de faire les courses. C'est très gentil de m'avoir ramené ça. Comme c'est sympathique de t'être occupé des enfants quand tu es rentré à la maison. Ah, c'est super que tu as pensé à changer l'ampoule. Ah, c'est génial que tu m'as mis la jolie cravate que j'aime bien. On a 1001 raisons tous les jours d'exprimer notre connaissance, de l'exprimer, de la verbaliser, pour d'abord nous-mêmes être à l'écoute des mots que l'on prononce, pour installer cette dimension-là chez nous. Et ne commençons pas à l'univers de ce que j'appellerais le Prums does, c'est-à-dire j'attends que mon conjoint commence à faire cela. Comme Rabbi Chia dans le texte, il était là et lui, il exprimait. Comment il exprimait? En offrant un cadeau. Pourquoi je t'offre un cadeau? Parce que tu m'apportes au quotidien. Et donc, il s'est focalisé là-dessus. La question, elle est de savoir sur quoi on se focalise. Et je vais vous donner un petit truc, surtout au niveau des couples, qui peut peut-être bien marcher. Je vous propose la situation suivante. Imaginez que votre conjoint va être dans un tribunal et que là-bas, on va l'accuser d'être quelqu'un de pas gentil, de pas bien, de ce que vous voulez. D'accord? Et que vous êtes appelé à la barre en tant que témoin de la défense pour dire que ce n'est pas nécessairement ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des preuves. Il y a des preuves, il a transporté de l'argent, il a transporté ceci, il a fait tel et tel délit, pas grave, hein, bien sûr, mais on dit, voilà, donc ça veut dire que… Et vous arrivez, vous ne pouvez pas nier la réalité des choses. Il a crié sur quelqu'un, il a fait ceci, il a fait cela. Donc vous êtes maintenant confronté à une réalité qui est là, et la question est de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir bien dire. Eh bien, de manière très intéressante, vous allez constater que vous allez réussir à mettre en exergue énormément de points positifs qui sont présents chez votre conjoint. C'est-à-dire, comme par hasard, on va s'entendre dire, mais c'est vrai, on va dire, mais madame ou monsieur, ce conjoint-là, on est d'accord que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, pas du tout, vous ne vous rendez pas compte le matin, et elle m'aide, alors le elle s'appelle elle, il, hein, comme vous voulez, hein, qu'on soit bien clair. Elle, il m'aide, il est là, il fait ceci, il fait cela, et vous savez, les enfants, et on peut compter sur lui, et d'ailleurs, quand les gens l'appellent, il est extraordinaire parce qu'il ne répond jamais non, etc., etc. Et brusquement, on va se retrouver à dire des phrases et des phrases et des phrases et des phrases dans lesquelles on met en exergue énormément de points positifs qui sont présents chez l'autre et qui sont là de manière concrète. C'est curieux. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir besoin de défendre l'autre pour justement prendre conscience de tout ce qu'il nous apporte? Ou alors peut-être qu'il faut être capable au quotidien de se donner les moyens d'en prendre conscience pour pouvoir, sur la base de cela, exprimer notre reconnaissance. Parce que cette reconnaissance, elle apporte à l'autre. Parce qu'il prend conscience que l'on réalise ce qu'il nous apporte et ça lui fait du bien. Et en même temps, ça installe à l'intérieur de nous une vision positive de ce conjoint, de cette personne, et qui est renforcée au quotidien, au quotidien et au quotidien. Souvent, les gens disent que tous les jours, il faut faire des compliments. Alors, est-ce que un compliment, c'est un acte de reconnaissance? Je ne suis pas sûr. Par contre, faire tous les jours au moins une dizaine de fois, exprimer un merci vis-à-vis du conjoint avec lequel nous vivons au quotidien est quelque chose de fondamental. Mais pas le merci parce qu'il a tenu la porte,
vraiment une phrase dans laquelle on verbalise et on exprime les éléments positifs que l'autre nous apporte et on a envie que l'autre, pardonnez-moi, l'entende et s'en nourrisse et que ça lui permette véritablement de se sentir plus proche à travers cela. Et évidemment, cette obligation-là, c'est quelque chose qui se travaille depuis le début de la relation de couple. Alors, pour mieux comprendre encore cette notion-là, on va, si vous le voulez bien, encore se rappeler d'un autre élément. Cet autre élément, c'est tout simplement ce qui se passe juste avant la sortie d'Égypte. On a vu que la finalité de la sortie d'Égypte, c'était d'inscrire la notion de reconnaissance. On a vu que Moïse, ne peut pas imaginer sortir les enfants d'Israël d'Égypte si lui-même n'a pas installé à l'intérieur de lui profondément cette idée de la reconnaissance qui s'exprime à travers le fait qu'il ne partira pas d'Égypte tant qu'il n'aura pas demandé l'autorisation à son beau-père, c'est-à-dire à Yitro. D'accord ? Maintenant, voyons comment cette dimension-là va s'exprimer dans d'autres moments, juste avant la sortie d'Égypte. Eh bien, vous connaissez toutes et tous sûrement ce qui précède la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les 10 plaies, les fameuses Aseret Hamakot, les 10 plaies. Dam, Tsefardéa, Kinim, Arov, Dever, Shrin, le sang, les vermines, etc., les grenouilles. Eh bien, rappelons-nous d'une chose, c'est que avant de réaliser les plaies, Moshe va être dans un dialogue avec Dieu et dans lequel il va refuser d'effectuer lui-même certaines plaies. C'est curieux. Mais en effet, c'est comme ça. Quelles sont ces plaies? Eh bien, il va y avoir celle de la vermine, quand il prend du sable et il le jette, et ça devient de la vermine, et la transformation du Nil en sang. Alors, posons-nous un instant. Qui va faire ces plaies? Ça va être son frère Aaron. C'est Aaron qui va étendre la main sur le Nil, qui va se transformer en sang. Mais pourquoi ce n'est pas Moshe? Au contraire, c'est la première, donc. C'est lui qui doit introduire. Moshe Rabbeinu ne veut pas. Il ne veut pas, pourquoi? Parce qu'il dit, le Nil m'a protégé. Comment ça, le Nil t'a protégé? Oui, rappelez-vous. Moshe Rabbeinu a 80 ans maintenant. Le Nil, c'était quand il avait quelques jours. Rappelons-nous. Il est né, on aurait dit à notre époque, prématuré. Donc, il n'a pu être repéré par les soldats du Pharaon, qui repéraient les femmes qui étaient enceintes et qui allaient plus quand elles avaient vers 9 mois de grossesse pour récupérer le bébé et le jeter dans le Nil. Donc, il naît. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa maman va demander à sa sœur Myriam de surveiller ce bébé qu'elle va mettre sur une petite embarcation sur les eaux du Nil, dans les joncs sans doute là-bas, pour qu'il reste caché. Suite à cela, vous connaissez l'histoire, la fille du Pharaon va l'entendre pleurer, elle va le récupérer, il va au palais du Pharaon, etc. etc. Ok. Alors, on est d'accord que si demain vous mettez une embarcation sur le Nil, ben, si vous avez fait une embarcation, elle restera dessus, elle va flotter. D'accord. Vous êtes bien d'accord que le Nil, c'est de l'eau. Et que même pour ceux qui sont dans l'univers de l'homéopathie, même si on parle de la mémoire de l'eau, est-ce que véritablement l'eau se rappelle des embarcations qui ont été sur elle? Je ne crois pas. Et au-delà de ça, dites-moi, je vous pose une question. L'eau, lorsque vous posez une embarcation sur elle, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle se contente d'être ce qu'elle est, et de par sa nature, elle supporte les esquives qui sont posées sur elle. Donc, l'eau ne ressent pas a priori, a l'habitude de porter les petits bateaux qu'on met sur elle, et plus que cela, l'eau du Nil qui a supporté la petite barque de Moïse, il y a 80 ans,
évidemment, depuis l'époque, n'est plus là. Elle s'est retrouvée dans la mer, on ne sait trop où elle se trouve. Moshe Rabbeinu dit oui, mais je ne peux pas. Parce que le Nil m'a protégé. Non mais, Moshe, je ne comprends pas. De toute façon, le Nil va être en sang. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a décidé que le Nil va être transformé en sang. Alors vas-y, fais-le. Fais-le. Et Moshe dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai compris que le Nil va être transformé en sang, ça c'est la volonté du Créateur. Mais moi, j'ai un problème. Je ne peux pas m'imaginer faire un geste qui peut s'apparenter à quelque chose de négatif par rapport à une chose qui m'a apporté quelque chose de positif. Même si cette chose-là n'en a pas eu l'intention, même si cet élément-là n'a pas eu de désir de m'apporter quelque chose de positif. Qu'on le veuille ou pas, je ressens quelque chose. Même si de toute façon, ça ne changera rien dans la réalité des choses. Mais moi, je ne me vois pas faire quelque chose de négatif vis-à-vis d'un élément qui a pu être un moment positif par rapport à moi. Je ne me vois pas, par exemple, casser cette table n'importe comment, alors que cette table, eh bien, je me suis assis autour d'elle et j'ai étudié. Je ne me vois pas avoir un acte négatif par rapport à quelque chose qui m'a apporté un élément positif. Et là, on ne parle pas d'individus, on parle d'objets inanimés. On parle ici, en effet, d'un objet. En l'occurrence, ce n'est pas un objet, c'est de l'eau. Et même cette eau-là, c'est plus la même. C'est-à-dire qu'à la limite, ça aurait été, il dit, non, mais je me suis assis sur cette chaise, je ne me vois pas de la casser n'importe comment, etc. Ça me bouleverse parce que cette chaise, elle m'a apporté, j'ai pu m'asseoir sur elle. Non, là c'est même plus la même eau. Mais c'est le concept. Ce lieu-là, c'est le lieu dans lequel j'ai été sauvé. Donc, je ne peux pas agir négativement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Au passage, ça nous ramène à un enseignement que l'on trouve dans le Talmud qui nous dit Bor sheshati tabo al tishporbo even. Bor, un puits, pardonnez-moi. Sheshati tabo dans lequel tu as bu, al tishporbo even, ne jette pas à l'intérieur une pierre. Ça veut dire que de ce puits-là, tu as pu tirer profit. Alors, ne jette pas une pierre dedans. Au passage, cet enseignement est là aussi pour nous ouvrir à ce qui est fondamental, c'est de se rappeler que toute personne qui a été le support à un moment de notre bien-être, eh bien, nous devons continuer à ressentir vis-à-vis de cette personne-là un sentiment de reconnaissance et évidemment ne même pas pouvoir imaginer à un moment agir de manière négative par rapport à elle. Vous constaterez que souvent les personnes qui agissent de manière négativement vis-à-vis de certaines personnes sont celles qui ne veulent pas ressentir de la reconnaissance parce que dans leur orgueil, elles ont envie de s'imaginer que toute leur histoire leur appartient et que l'autre n'a joué aucun rôle. Je peux vous garantir que c'est des choses auxquelles j'ai été et je suis confronté de manière régulière. C'est très intéressant à voir. Non seulement comment les gens, évidemment, vous oublient, c'est classique, mais plus que cela, parfois vont exprimer quelque chose de négatif pour se sentir libérés d'un sentiment de reconnaissance qu'ils ne veulent pas avoir de par l'orgueil qui est le nôtre, qui est le leur. Évidemment, on a tous un travail à faire dans ce domaine. Moi en tête, vous aussi, nous tous. C'est-à-dire de garder clairement à l'intérieur de nous-mêmes le souvenir de ce que l'autre a pu nous apporter et de réaliser qu'au fond, cet autre joue un rôle et a une part importante à l'intérieur de notre équilibre de vie. On le voit d'ailleurs souvent au niveau du rapport entre les enseignants, où en effet, on oublie ô combien un enseignant a participé de notre équilibre et de notre construction d'existence. Alors, à partir de cela, on comprend donc l'importance de développer profondément à l'intérieur de nous cette notion de Hakarat-Hatov, cette notion de reconnaissance. Et nous allons évidemment continuer à travailler sur comment on la met en place. C'est quelque chose qui est fondateur
et qui demande des efforts au quotidien. On en est donc arrivé à cette dimension-là. Alors, on a vu tout à l'heure que la nécessité d'exprimer de la reconnaissance est liée au fait que nous allons toujours voir à un moment dans une relation quelque chose de dysfonctionnel. Et donc, nous devons avoir face à nous tous les éléments positifs que l'autre nous apporte pour ne pas faire en telle sorte que cette partie dysfonctionnelle soit l'élément qui détermine la manière dont la relation va continuer par la suite. Vous allez dire, mais ouais, mais pourquoi vous dites ça, etc. Nous, on voit le bien. OK. Seulement, il y a un enseignement du Roche, dans le Ochot Chaim à la Roche. Le Roche, Rabbeinu Asher, est un des grands maîtres du Moyen-Âge, d'accord? C'est un des Rishonim. Et donc, le Roche va dire la chose suivante. Darkam shel abriot, le ha'alim atovot, ou le galot haraot. Darkam shel abriot. Le chemin des créatures, c'est-à-dire c'est l'habitude des gens. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Eh bien, c'est quoi leur habitude? C'est tout simplement le ha'alim atovot, d'être ma'alim, c'est-à-dire de cacher, de mettre de côté, de recouvrir et atovot, tout ce qu'on fait de bien pour eux. Par contre, ou le galot haraot, de révéler tout ce qui peut être négatif. Vous savez, vous rencontrez des personnes parfois qui commencent à vous faire plein de reproches et qui disent « ouais, ceci est en compte, etc. » Ou alors qui vous parlent sur quelqu'un. Là, on n'a pas le droit d'écouter, c'est du lashon hara. Et on leur dit « non mais, et en dehors de ça, cette personne a fait quelque chose de bien ?» Et les personnes qui sont vraiment mauvaises, et celles-là, je vous conseille de vous lever et de partir très rapidement, sont celles qui diront « oh ouais, tu crois qu'il a fait ça bien, mais en vérité, moi je t'explique, moi je t'explique, moi je t'explique. » C'est ce que le Roche dit. Darkam chez la briotte, malheureusement, c'est l'habitude des créatures. De vouloir en permanence garder face à elle des éléments négatifs présents chez l'autre et surtout, 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 ne pas voir tout ce qu'ils font de bien. Puisque c'est Darkam chez la briotte, puisque c'est la nature des individus de fonctionner de cette manière. Or, les individus, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est nous. On est d'accord, on fait partie des briottes, des créatures. Donc, ça veut dire que ça nous concerne pleinement. Et ce qui serait intéressant peut-être, c'est de s'arrêter et de se dire, mais au fond, ces personnes vis-à-vis desquelles j'ai des choses à dire, que je n'ai pas le droit de dire, ou vis-à-vis desquelles je vois des éléments qui me posent problème. Est-ce que j'ai pris le temps de repérer ce qu'elles ont de positif chez elles, ce qu'elles ont d'intéressant, ce qui va? Non. Généralement, on s'arrête sur le point négatif qui est l'élément qui nous permet de justifier le désir d'être dans la distance. Et je ne parle même pas du monde dans lequel les éléments négatifs que l'on veut révéler, nous n'avons pas été confrontés à eux. Et plus que cela, nous avons été à l'écoute d'une parole et nous avons décidé d'y croire. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous êtes un patron. D'accord? Vous êtes un patron. Et puis demain, vous avez un conflit avec un employé. C'est des choses qui arrivent. Allez demander à l'employé de raconter sa version des choses. Elle ne sera jamais celle que vous-même vous auriez racontée. Mais si en racontant sa version des choses, cet employé dévalorise son patron, c'est-à-dire amène les gens à avoir une vision négative de cette personne, vous allez voir que de manière générale, elles sont toutes oui, et elles n'ont qu'une envie, c'est de donner crédit à ces paroles. Si vous fonctionnez comme ça, vous ne serez jamais apte à vous poser dans un tribunal quel qu'il soit. Puisque au fond, quand quelqu'un raconte une histoire, surtout s'il se sent être la personne lésée, il a toujours sa version. Ce sont les erreurs que j'ai faites quand j'étais très jeune, où j'entendais des personnes qui me rendaient compte ce qu'il m'a fait, là, et moi je disais, oh là là, c'est honteux, ça se fait pas et tout. Puis un beau jour, vous avez l'autre version. Vous réalisez que c'est peut-être pas complètement comme ça, et que la personne qui vous a raconté a juste omis de vous raconter énormément de détails
voire même a inventé certaines choses, voire même les a interprétées. Et donc, à partir de cela, évidemment, on ne peut pas continuer dans des relations saines. Donc, on est concerné. Pourquoi est-ce qu'on va voir ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce que parfois, en voyant l'élément de dysfonctionnement de l'autre, on se sent plus grand. C'est la manière la plus pitoyable de se sentir exister, en faisant dans notre tête l'autre petit. Parce que quand quelqu'un est grand et qu'on arrive à relativiser ce qu'il est, eh bien, il nous interpelle moins parce que quelque part, on ne le prend plus tellement comme référence. Et donc, on n'a plus face à nous quelque chose ou quelqu'un qui nous interpelle et qui nous oblige de grandir. Et ça, on adore. On adore relativiser les points positifs des autres en nous montrant que derrière ce qu'ils ont de positif, il y a sûrement plein de choses négatives qui se trament. On adore au contraire donner du crédit et agrandir ce qui peut être l'élément négatif de l'autre pour nous permettre, de nous sentir moins mal par rapport à cet autre, puisque nous n'avons pas ce défaut, voire même de réussir à justifier la distance que l'on a envie de prendre ou alors le fait que cet autre ne sera pas pour nous une référence. Voilà donc ici quelques éléments. Et moi, je voudrais vous proposer la chose suivante et on va conclure là-dessus pour aujourd'hui. Eh bien, ce que je vous propose, ce que je nous propose, c'est de noter tous les jours qu'est-ce que l'on a exprimé comme reconnaissance vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous. Vous savez, comment font les médecins pour aider les personnes qui sont alcooliques sans le savoir à prendre conscience qu'elles sont alcooliques? Alors, il y a l'alcoolique qui est là, toujours 3 verres de plus dans le nez, qui tangue, etc. Et puis, il y a ceux que l'on appelle les alcooliques mondains. D'accord? L'alcoolique mondain, c'est celui qui est persuadé de ne pas l'être. Un médecin qui repère qu'une personne boit trop. Mais cette personne ne dit pas du tout, moi je ne suis jamais ivre, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une technique très simple et que je vous propose de faire dans différents domaines. Il dit, tu prends un papier et tu commences à écrire tout ce que tu bois dans la semaine, mais de manière honnête. Et l'autre va commencer à écrire. Et puis quand il lit son papier, il va réaliser que waouh, il a besoin de sa dose. Et c'est ce qui peut être le point de départ du mouvement qu'il va opérer pour sortir de cette problématique. Il en est de même par rapport à l'univers de la reconnaissance. C'est-à-dire être capable de prendre un papier de manière régulière, si on pouvait le faire tous les jours, ça serait génial, et de noter combien de compliments j'ai fait aujourd'hui et combien de reproches j'ai fait à l'autre aujourd'hui. Combien de mots positifs j'ai exprimés, combien de remerciements, pardonnez-moi, j'ai dit, et combien je me suis tu alors que j'aurais pu dire des remerciements. Ce serait très intéressant, mais de rescanner sa journée. C'est-à-dire, on s'est levé le matin, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, où étaient nos habits, le petit déjeuner, les enfants, partir, etc., etc. Et repérer et dire, est-ce que là j'ai dit merci? Est-ce que là j'ai dit j'apprécie? Est-ce que là j'ai dit c'est génial? Par contre, à quel moment j'ai exprimé quelque chose de plus négatif? Et à partir du moment où on va faire ce travail, je vous garantis qu'on va découvrir donc qu'on est des êtres humains normaux, c'est-à-dire qui ont difficile à exprimer de la reconnaissance, qui ont difficile à voir avant tout ce qui va chez l'autre, comme le dit le Roche, eh bien nous avons face à nous à ce moment-là une vraie fenêtre qui s'ouvre pour faire ce travail par rapport à nous-mêmes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et de me permettre d'être en effet, de partager avec vous cet enseignement. Il est un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. On se donne, si vous le voulez bien, rendez-vous à 11h30. Là, il est 11h moins 4, je crois, à 11h30, donc dans une demi-heure, pour un cours qui, bien évidemment, aura comme thème la paracha, mais surtout en connexion avec la fête de Hanouka. Donc, on a une pause d'une demi-heure et on se retrouve pour toutes celles et tous ceux qui veulent dans une demi-heure pour la seconde partie du cours sur la paracha et Hanouka.